Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Je me retrouve aujourd'hui avec Kevin Mars. On va vous donner quelques tips sur la négociation, des petits trucs à appliquer tranquillement pour que vous puissiez plus performer dans vos investissements immobiliers. C'est parti! Yes, vidéo extrême, en conditions extrêmes. Dis-nous tout de quoi on va parler aujourd'hui. Tu vas nous donner des techniques un peu de négociation, là sous la neige. Tu vois, je sais pas si vous voyez, là, mais il est en train de neiger. Du coup, on va vous donner quelques tips pour arriver à négocier en immobilier, parce que c'est à ce moment-là qu'on gagne vraiment de l'argent. C'est au moment de la négociation, c'est au moment de l'achat, c'est là que tout se passe. Yes, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que tu as deux manières de gagner de l'argent concrètement à l'immobilier. C'est à l'achat, au départ, quand tu vas négocier, d'où l'importance d'être un bon négociateur. Et à la fin, lorsque tu vas soit louer ton bien immobilier, soit tu vas le revendre. Donc là, il faut avoir des compétences, en tout cas dans marketing pour essayer de vendre tes nuits, ou alors dans la vente carrément pour aller revendre ton bien immobilier. Donc nous, on va se concentrer sur cette vidéo sur la négociation et c'est vraiment un point essentiel parce que comme on le dit, c'est à l'achat qu'on fait les meilleures affaires et c'est à l'achat qu'on sait si oui ou non on a gagné de l'argent. Ouais, c'est ça, parce que si vous arrivez chez le notaire et que vous n'êtes pas sûr à 100% de gagner de l'argent, dites-vous que vous êtes le pigeon de la farce. Donc il faut que vous soyez sûr au moment de chez le notaire que vous fassiez, désolé pour la vulgarité, mais une bonne affaire. Souvent, les gens, en fait, ont peur de demander. Et tu peux m'en dire un peu plus sur les meilleurs négociateurs d'ailleurs que tu connaisses? Yes. En fait, pour apprendre et pour devenir un bon négociateur, il suffit simplement en fait de connaître quelqu'un qui est lui-même un bon négociateur et simplement de copier en fait ce qu'il fait. On va pas chercher à apprendre, à essayer de faire des cours sur la négociation parce qu'il y a des gens autour de nous qui sont experts dans ça. On en connaît tous un. Et si je te pose la question, toi Jean, autour de toi, dans ton cercle proche, est-ce que tu connais un bon négociateur? Bah, les enfants sont des bons négociateurs. Yes. En fait, on a tous des enfants, ou soit on en a, soit on connaît en tout cas des personnes qui ont des enfants. Et on remarque très vite que quand un enfant veut une sucette ou un bonbon, croyez-moi, ça va être le meilleur des négociateurs parce qu'il va finir par l'avoir. C'est clair. Et du coup, partant de ça, en fait, on va essayer de comprendre comment l'enfant arrive à avoir sa sucette à chaque fois. Il y a deux aspects pour moi. Un, c'est ce qu'on appelle en fait l'aspect de détermination et de récurrence. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il va demander une sucette, il va pas demander qu'une seule fois la sucette. Il va vraiment être insistant et il va jouer aussi avec les biais émotionnels. Il va souvent dire oui mais papa tu sais je t'aime fort, je vais faire un petit bisou, et en fait c'est involontaire mais c'est très malin parce qu'il y a une phrase et ça il faut vraiment la retenir: capturer l'imagination et vous capturez le cœur d'une personne. Et donc les enfants sont très forts pour vous mettre dans l'imaginaire, pour essayer d'aller chercher vos émotions pour obtenir ce qu'ils veulent, en l'occurrence là une sucette. Et le deuxième point c'est vraiment la détermination et la capacité en fait à demander plusieurs fois la même chose. On se rend compte qu'un enfant lorsqu'il veut une sucette il va pas le demander qu'une fois, il va insister parce qu'il sait très bien que, alors ça c'est une maxime aussi que les Grecs disaient en fait: à 4 commence l'infini. Et en gros si vous demandez 3 fois quelque chose à quelqu'un, il va pouvoir avoir tendance à refuser. Mais au-delà de 4, en fait, il y a un biais psychologique qui veut que au-delà de 4, comme disaient les Grecs, commence l'infini. Donc en fait, une personne va se dire ça va jamais finir et donc je vais céder à la pression. Et donc c'est important d'avoir ce chiffre en tête. Si vous faites une seule fois une offre, en fait, il y a peu de chances pour qu'elle passe. Par contre, si vous faites plusieurs fois la même offre, il se peut qu'à un moment donné, par détermination en fait et par récurrence, la personne cède à la pression. Ouais, et ça c'est un bon point parce que tu vois, c'est un truc que je répète souvent dans les personnes qu'on accompagne. En fait, l'erreur que font les débutants et que j'ai dû faire au début aussi, c'est que tu proposes une fois et après ça tu lâches le morceau, tu dis non, il m'a dit non. Typiquement le banquier, ok? Combien j'ai de personnes qui me disent oui mais en fait ça fonctionne pas parce que j'ai demandé à 3 banquiers et c'est mort. Et c'est pas en demandant une fois à un banquier que ça va fonctionner. Des fois il va falloir en faire 10, 20, 30. Donc multiplier les chances, parce que la bonne nouvelle c'est que vous avez besoin que d'un oui pour vous faire financer. Vous avez besoin que d'un vendeur motivé pour faire une super opération immobilière, potentiellement gagner 50 000 ou 100 000 euros. Ça peut vous paraître des chiffres ahurissants mais c'est typiquement les résultats qu'on peut obtenir. Tu fais combien sur tes opérations immobilières? Exactement. En moyenne? Moi en fait je prends toujours le chiffre et j'essaie de diviser en deux. Ça c'est déjà l'objectif en fait de base lorsque je négocie un bien immobilier. Donc en gros je sais que j'ai déjà 50% de marge. Après forcément si je vais faire des travaux ça va diminuer. Je vais essayer de diminuer un peu le prix à la revente parce que je vois que on est dans une période où va falloir que j'accélère sur la vente. Ça va diminuer un petit peu la marge, mais je pars toujours en essayant de faire minimum 50% de marge. Et ensuite au fur et à mesure des travaux, des frais qui vont rentrer en cause, ça va diminuer progressivement la marge. La marge d'un marchand de biens en général, il va viser 25% minimum pour rentrer dans une opération, sinon on n'y va pas. Donc en fait le truc c'est que si vous essayez une fois une négociation et que ça passe pas et que vous baissez les bras, vous n'allez pas avoir de résultat. Donc je vais vous donner un exemple
d'entonnoir qu'il faudrait avoir à l'esprit pour aller chercher une super affaire immobilière. Vous allez aller voir 1000 annonces, vous allez faire 100 visites. Sur les 100 visites, vous allez faire seulement 10 offres très agressives. Et sur les 10 offres, il doit y en avoir une qui passe, voire 2. Mais si vous en avez 8 qui passent sur les 10, c'est que vous étiez trop gentil au niveau de la négociation. Et du coup, vous avez le temps. Et dites-vous bien une chose, c'est que vous êtes en position de force quand vous achetez. Le mec qui vend, il a plus de difficultés à trouver quelqu'un qui a un financement que vous en tant qu'acheteur. Quand vous avez l'argent, vous avez le pognon, vous avez le pouvoir. Donc ça, il faut bien se le dire et pas tomber amoureux d'un bien. Donc dans la négociation, ça joue énormément également de ne pas tomber amoureux d'un bien et de se dire si c'est pas celui-là, que les chiffres ne collent pas à 5000 près, ça colle pas, ça colle pas. Et moi, ça m'est arrivé il y a 2 semaines sur un appartement dans la marina à Dubaï. On est à 50 000 dirhams d'écart, donc ça fait 12 000 euros, ce qui n'est pas énorme, mais ça colle pas, ça colle pas. Ok, je passe au prochain. Il faut vraiment s'obliger à avoir dans la négociation des garde-fous pour être sûr de gagner de l'argent. Yes. Et par contre, ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Et je vais même donner une astuce vraiment concrète en situation réelle quand on est en visite et voilà qu'on se retrouve face à un agent immobilier ou un particulier qui veut vendre son bien immobilier. En fait, il y a toujours aussi cette maxime qui dit que dans la vie, on a plus souvent ce qu'on demande que ce que l'on mérite. Parce que sinon, c'est les boulangers qui seraient les plus riches. Ils se lèvent à 3 h du mat, le boulot il est vraiment dur, les maçons pareil, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément les plus riches. Pourquoi? Parce que c'est toujours celui qui va demander qui va passer avant celui qui mérite. Et bien tout simplement en partant de ça, en fait, on a juste à demander des fois. Des fois, on peut aller vers l'agent immobilier, et même c'est pas des fois, c'est même tout le temps, on se doit de le faire, et simplement, en une phrase, poser une question du genre, est-ce qu'il y a une marge de négociation possible sur ce bien? Voilà, ou à combien pensez-vous qu'on peut négocier ce bien immobilier-là? Et l'agent immobilier, 90% du temps, il va vous dire, sur ce bien, allez, on peut descendre 5 000 euros. Ou allez, il y a une marge de 5%, je sais qu'il y a une marge de 5%. Acheter un bien immobilier tous les 6 mois, c'est déjà un rythme de croisière plutôt sympa pour vraiment s'enrichir. Et franchement, ça, c'est assez tranquille. Il n'y a pas besoin de sortir de sa zone de confort pour faire ça. Yes. Est-ce que tu as un tips chez le banquier? Parce que chez le banquier aussi, il faut être un bon négociateur quand même. Il faut aller les taquiner. Le meilleur tips chez le banquier, c'est d'apprendre à parler son langage. Donc ça, c'est un truc que tu vois, Julien m'a appris, mon associé, parce qu'il a été banquier pendant 4 ans, donc il a vu le système de l'intérieur. Et apprendre à parler le langage du banquier et savoir quoi lui donner en échange. Parce que sur un prêt immobilier, en fait, le banquier, il gagne quasiment rien. Donc on pourrait se dire, oui, avec les taux qui montent, là, à l'heure actuelle, du moment de la vidéo, on est à 3%. Il faut dire, oui, il va se gaver, le banquier. Mais non, en fait, il s'en fout, le banquier complet. Ce qu'il a envie, lui, c'est que vous deveniez client et qu'après ça, il puisse vous vendre des upsells ou des cross-sells ou des produits complémentaires. Donc apprenez ce que lui vraiment cherche et apprenez le même langage que lui. Donc c'est simple, ça s'apprend. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin avec ça, je vous mets un lien sur la vidéo pour avoir une formation offerte générale sur l'investissement immobilier pour commencer à approfondir un peu le sujet. Mais ça, c'est le meilleur des tips, c'est déjà comprendre le banquier et se mettre dans sa peau en fait. Il y a un deuxième type, alors moi, je vais en donner 2 chez le banquier parce que c'est le moment où j'adore. Moi, je suis comme un enfant, je suis comme un gamin qui va aller négocier. C'est vraiment mon kiff, les pandas. Je les appelle les pandas. Je suis sur cette maxime de dire, je les appelle les pandas, les banquiers. Panda. Ouais, parce que quand j'étais jeune, en fait, mon premier banquier était une personne assez corpulente avec un gros ventre et ça m'a toujours fait penser à un panda. Donc du coup, c'est resté l'expression mes petits pandas. Et quand je vois mes petits pandas, en fait, tous les petits pandas qui nous regardent. Bonjour monsieur le banquier. Non, en plus, ils font un super taf. Sans eux, on serait pas là. Non, bien sûr. C'est grâce à eux qu'on s'enrichit, hein, les banquiers. Exactement. Moi, je suis trop content de mes banquiers. C'est important d'être à l'aise au niveau de la banque parce que 50% des projets immobiliers, en fait, s'arrêtent au niveau de la banque parce que forcément, le financement passe pas. Donc, c'est intéressant de savoir comment faut faire. Un truc tout bête, on a de la chance, c'est que nous, on joue avec des chiffres. C'est-à-dire que l'immobilier, on joue avec un nombre. Et un nombre, c'est quelque chose, un nombre n'a d'importance que de la façon dont on va le présenter. C'est-à-dire qu'un nombre, si je te dis 100, ça peut paraître gros. Mais par contre, si je dis 100 à quelqu'un d'autre, ça peut paraître petit. Et en fait, c'est la manière dont vous apportez le chiffre, la manière dont vous le présentez qui va changer en fait sa perception. Un truc tout bête, si vous avez un immeuble de rapport à faire financer. Je prends l'exemple, j'avais un immeuble de rapport, c'était 524 000 euros, l'immeuble de rapport à financer. Et du coup, je vais aller demander un crédit immobilier à mon banquier pour faire financer tout ça. 524 000 euros, pour la plupart des gens, c'est énorme. C'est un gros crédit immobilier. Sauf que si vous arrivez à changer sa perception du nombre, en fait, vous allez le transformer en quelque chose de petit. Et moi, ce que j'aime bien faire, quand j'ai des gros chiffres à faire passer à la banque, tout simplement, je vais dans le bureau du banquier. En l'occurrence, quand ça va à 500 000, forcément, on va voir le directeur, parce qu'il a la délégation finale. Ouais. Et tout simplement, on va lui dire, voilà, monsieur le banquier, parce que toujours, ils vont vous poser la question, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et c'est là qu'il faut être intelligent. Vous dites, bonjour monsieur le banquier, aujourd'hui, alors je vais vous voir parce que j'ai une demande de financement de 1 million d'euros à vous faire. Là, vous vous taisez. Il faut bien qu'il imprègne le chiffre de 1 million. On fait ce qu'on appelle un ancrage. On pose un ancrage dans la tête. Et au bout de 3 secondes, en fait, quand le million... Et vous allez voir, il y a toujours une petite réflexion de ouf. Et il y a toujours un petit peu de gêne et c'est ça qu'on cherche parce que vous venez de mettre un ancrage et tout simplement avec une phrase et une pointe d'humour, vous allez dire
Non, je rigole. Il y en a que pour seulement 524 000 euros. Et là, en fait, le chiffre 524 000, je viens de rajouter le petit mot seulement. Je viens complètement ce qu'on appelle le désamorcer. Je viens de lui enlever toute pression à ce chiffre-là. Et 524 000 à côté de 1 million, le contraste fait que ça devient un petit chiffre. Et c'est beaucoup plus acceptable après. Ouais, c'est ce qu'on appelle avec Julien mettre la ferme à la personne à qui tu essaies de négocier. C'est-à-dire que tu vas demander beaucoup plus haut que ce que tu vas finalement, après ça, obtenir. Donc, lui mettre vraiment une pression en lui disant voilà, je voudrais ça. Il va se dire, ça va lui mettre un espèce de choc. Et après ça, il va dire non, mais en fait, j'ai besoin que de ça, 2 fois moins. Et c'est très, très puissant. Ouais. Et deuxième astuce pour aller très vite, et celui-là, il est extrêmement puissant. Tout simplement, en fait, quand vous voulez qu'une personne accepte de faire quelque chose pour vous, il faut toujours lui donner l'impression que l'idée vient de lui. Et tout simplement, quand vous avez une demande de crédit à faire, vous allez tout simplement apporter non pas un dossier, mais 2 dossiers bancaires. Vous allez apporter ce qu'on appelle un hameçon, un appât. Et donc, le deuxième dossier bancaire, vous allez faire en sorte qu'il soit pas super joli, qu'il soit pas super intéressant dans le chiffre, qu'il soit pas super classe, d'accord ? Ouais. Et en fait, en apportant les 2 dossiers à la banque, donc vous allez pouvoir montrer au banquier que vous avez 2 projets et vous allez poser les 2 projets et vous allez dire monsieur le banquier, d'après votre expérience, là je lui colle une étiquette de professionnel, d'après votre expérience, vous pensez que c'est lequel le meilleur des 2 dossiers? Je viens d'employer le mot meilleur. Et le banquier, forcément, c'est un professionnel, il ne peut pas se rabaisser à vous dire moi j'y connais strictement un investisseur immobilier, c'est un professionnel de la finance, c'est impossible. Donc il va vous dire, au vu des chiffres, celui-ci est meilleur que l'autre. Et tout simplement, vous venez de le piéger parce qu'il vient de vous dire que ce dossier-là est un bon dossier bancaire. Ouais. Donc du coup, en fait, concrètement, il vient de s'engager verbalement devant vous en vous disant que ce dossier-là était un bon dossier bancaire. Donc déjà, l'excuse de votre projet, j'y crois pas, ou je pense que votre dossier n'est pas super bon, ou votre projet n'est pas super bon, c'est passé aux oubliettes parce que verbalement, il vient de s'engager vers vous en disant que ce dossier-là était un bon dossier bancaire. Et si un professionnel de l'immobilier vous dit que c'est un bon bancaire, il n'aura aucune raison de ne pas vous financer votre projet. Yes, merci Kevin pour ces petites astuces. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo improvisée dans le jacuzzi, les amis. Je vous laisse parce que je dois vous avouer que j'ai mal aux doigts là. Ils sont congelés, on n'a pas froid à l'intérieur, mais les doigts sont congelés. C'était cool d'échanger avec toi, Kevin. Au plaisir en tout cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez les clochettes, les amis. Et tous les dimanches soirs à 18h, vous avez une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.